Bonjour, bienvenue pour la continuation. Alors ça c'est la grande salle pour le Big Data. Donc toutes les sessions dans cette salle, ça va être sur la donnée. On va commencer par un aperçu rapide des produits Big Data. Après il y aura des sessions Spanner, il y aura Machine Learning, il y aura BigQuery. Donc c'est la bonne salle, c'est le bon endroit. Je m'appelle William Vabenep, je suis un Product Manager. Je suis responsable de l'équipe de Product Manager pour Data Processing. Et dans cette session, je vais donner un aperçu rapide et après inviter Philippe Girolami de Dailymotion et Didier Girard de Sphère qui vont parler de manière très concrète de l'application des produits sur des projets à Dailymotion. Pour contextualiser Big Data, une manière d'y penser, c'est de regarder cette photo. Ça, c'est Street View, je pense que vous reconnaissez. D'ailleurs, c'est une photo à Paris, quelque part dans le premier arrondissement. À l'origine, Street View, quand ça a commencé il y a 10 ans, c'était uniquement une feature de Google Maps. Ce serait sympa, quand les gens regardent une carte, de leur montrer à quoi ressemble la destination. Ouais, bonne idée. Allez, on met des caméras sur les voitures et on fait le tour des grandes villes. Bon, à l'origine, c'était seulement les grandes villes. Maintenant, c'est bien sûr beaucoup plus d'endroits. Et c'était une feature intéressante. Ce qui a changé drastiquement, c'est que maintenant, non seulement ces images continuent à être utilisées dans Google Maps, évidemment, mais il y a beaucoup plus de valeur dans la donnée de ces images. Et qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont pas les images elles-mêmes. Bon, je suppose que la résolution est un peu meilleure maintenant qu'il y a 10 ans, mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui est la grosse différence. La donnée est la même. Ce qui a changé, c'est l'environnement. Ce sont les outils qui permettent d'analyser la donnée. Donc, dans le cas de Street View, principalement de la reconnaissance d'images, mais ça, c'est seulement un exemple. De manière générale, les outils d'analyse de données sont devenus beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus faciles d'utilisation et sont disponibles sur le cloud, ce qui les rend beaucoup plus faciles opérationnellement. Et ça, c'est vraiment ce qui a changé. Les technologies Big Data, le cloud et l'union de ces deux dynamiques a complètement changé le paysage et nous force à réévaluer la valeur de la donnée. La même donnée qui n'a pas changé a maintenant plus de valeur à cause de ces évolutions. Alors, quand on pense à ça, quelles sont les données dont on parle? Il y a 4 cadrans principaux. Il y a les données que vous utilisez déjà aujourd'hui, donc elles sont bien connues dans vos data warehouse, etc. Vous la connaissez, vous en tirez valeur. Il y a toutes les données que vous collectez déjà, mais que vous n'analysez pas pour des raisons diverses. Il y a les données que vous ne collectez pas, mais que vous pourriez collecter, mais comme il n'y a pas d'usage, pourquoi les collecter aujourd'hui? Peut-être que maintenant, il faut reconsidérer cette décision. Et finalement, il y a une catégorie énorme de données qui ne sont pas nécessairement celles que vous produisez, mais celles auxquelles vous pourriez avoir accès par vos partenaires, des données publiques, des données commerciales que vous pourriez acheter, etc. Et donc, maintenant, avec la convergence du big data et du cloud, il faut vraiment repenser la stratégie donnée et se demander quelle valeur est disponible. Bon, mais la promesse, donc quand je dis maintenant c'est faisable, il y a beaucoup de barrières qui ont été enlevées, la friction est beaucoup moindre. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Bon, en pratique, un projet Big Data, jusqu'à récemment, c'était un projet IT. C'était un projet avec tous ces aspects qui devaient être sur la table et il fallait, comment on va faire ça, quelles ressources, qu'est-ce qu'on installe, comment on manage, comment on le rend reliable sur un déploiement global, etc. etc. Donc sans avoir de prétention de taille exacte des différentes parts du camembert, c'était le genre de choses dont il fallait s'occuper. Mais en réalité, la seule chose, et Brad l'a expliqué pendant le keynote juste avant, la seule chose dont vraiment vous voulez vous occuper, c'est apporter votre valeur propre, votre valeur métier, votre connaissance du problème, votre connaissance de la donnée. Et ça, c'est seulement le petit morceau de camembert qui est sur l'endroit où vous créez vos queries, où vous créez votre code de processing. Et c'est ce que Cloud vous permet de faire, et spécifiquement le Cloud Google, parce que, depuis le début, ça a été construit sur un modèle serverless. C'est-à-dire, ce n'est pas la version 1 du Cloud qui est, oui, je prends ce que j'ai on-prem et je le fais tourner sur des VM dans le Cloud. Ça aide avec le provisioning, ça aide avec rien d'autre. Les services Big Data sur Google Cloud sont des services serverless où vraiment toutes les contraintes et toutes les responsabilités d'administration sont
ne sont plus sur vos épaules, sont sur l'épaule de Google. C'est ce qu'on fait depuis toujours, c'est ce qu'on fait très bien. Votre responsabilité, c'est juste d'amener les besoins. Et donc, vous ne payez... Donc c'est, sur le plan de la facilité d'utilisation, c'est beaucoup plus simple, parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est la partie métier. En plus, ça permet une efficacité bien plus grande, parce que dans un modèle serverless, vous ne payez que ce que vous utilisez. Il n'y a pas le risque d'avoir des serveurs qui sont là, qui attendent, qui font rien, et puis un jour, le volume monte, et puis tout d'un coup, voilà, ces serveurs qui faisaient rien, maintenant ils sont overloadés, et ils ne savent plus quoi faire. Désolé pour les anglicismes. J'habite en Californie depuis 20 ans, alors ils ont tendance à se glisser un peu. Et donc, dans un modèle serverless, si vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Quand vous utilisez plus, automatiquement, le service augmente, monte en puissance pour vous, et vous payez seulement pour ce que vous utilisez. Alors, je vais donner quelques exemples de services serverless sur Google Cloud. Une des choses qui est très intéressante, c'est que ces services, ils sont intégrés. Donc, je vais parler de PubSub, de Dataflow, de BigQuery, et ce ne sont pas juste des silos, mais c'est des services qui supportent un flux de données, et du début jusqu'à la fin, c'est en mode serverless, ce qui permet de s'affranchir des opérations. Donc, commençons par PubSub, qui est un exemple parfait d'un service serverless. Sur le plan fonctionnel, PubSub, il n'y a rien d'original. PubSub, Publish, Subscribe, ça fait 30 ans ou probablement même plus que ça existe. On a un topic, on envoie des événements, on fait une souscription, on reçoit les événements. PubSub est comme ça. Il n'invente rien sur le plan fonctionnel. C'est une pattern connue, utile. Là où PubSub est révolutionnaire, c'est sur le plan opérationnel. Donc, avec PubSub, littéralement, tout ce que vous avez à faire, c'est ce que je viens de décrire. Vous créez un topic. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une ligne de commande, c'est 2 clics sur le UI, et le topic est created. Il existe, c'est une ressource. Vous mettez des permissions dessus, qui a le droit de poster, qui a le droit de souscrire, et vous avez fini. Vous pouvez partir en vacances, le topic, il est là. S'il n'y a pas de message, il ne vous coûte rien, il est juste là à attendre. Quand les messages commencent à arriver, automatiquement, le topic fait son boulot, reçoit les messages, les envoie avec une low latency, avec un délai court, les envoie à tous ceux qui ont des souscriptions, et fait son travail de PubSub en augmentant en fonction du trafic. Et donc, on a des clients à plus d'1 million de messages par seconde sur un topic qui n'ont rien à administrer. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est créer le topic et recevoir les messages. Donc, en plus, ça utilise l'infrastructure globale de Google. Donc, où que soit la source du message, le message est capturé sur le point de présence réseau Google le plus proche, va sur la fibre Google, les réseaux de fibres internationaux, jusqu'au data center, etc. C'est un système colossal auquel vous avez accès sans avoir à déployer, à avoir des clusters Kafka qu'il faut avoir à la bonne taille, etc. Donc ça, c'est un bon exemple de serverless appliqué au problème conceptuellement simple du event brokering. Après PubSub, typiquement, ce qu'il faut faire, c'est analyser ces événements. Et donc, si la source, c'est PubSub, on veut faire ça en mode stream. Si la source, c'est autre chose, comme des fichiers, des bases de données, on veut faire ça en mode batch. C'est là que Dataflow intervient. Dataflow, c'est un produit, lui aussi serverless, pour faire tourner des pipelines d'analyse de données. Alors, il est serverless comme PubSub. Ça veut dire que, à la différence de Hadoop ou de Spark, il n'y a pas un cluster Dataflow. Chaque job est une ressource par elle-même. Ce que vous faites, c'est vous nous passez un job et dites « faites tourner ce job pour moi en mode batch ou en mode stream » et automatiquement, les ressources dont le job a besoin sont provisionnées, le job est auto-scalé et tout ce que vous avez à faire, c'est développer le job. Donc j'ai dit que ça faisait du batch et du stream. Ça, c'est l'autre aspect important de Dataflow. En plus de l'aspect serverless, c'est la capacité de prendre le même pipeline qui tourne en batch et en stream. Et ça, c'est vraiment très important parce que non seulement on a besoin des deux, mais le fait de faire les deux avec le même pipeline exactement, c'est ce qui permet aux entreprises d'évoluer progressivement d'une approche batch, qui est relativement dominante, à une approche stream qui est de plus en plus courante, que ce soit parce que les sources changent pour devenir en mode stream ou que de nouvelles sources arrivent, comme IoT, comme les applications mobiles, des sources qui naturellement
envoie des streams de données. Et donc, si votre pipeline, le même pipeline peut marcher en batch et en stream, ça vous permet facilement, sans avoir à réimplémenter votre logique, d'adapter quand les sources changent, d'adapter les sources et de continuer à analyser la donnée. Et ça a d'autres applications. Pour ML, pareil. Quand on entraîne un modèle, c'est souvent en mode batch. Donc on prépare les données, il faut un pipeline en mode batch pour préparer les données, pour faire l'entraînement du modèle. Une fois qu'on a un modèle et qu'on veut passer au mode de prédiction, souvent, ça se passe en mode stream, mais les données doivent être préparées par le même pipeline pour que le même modèle puisse être utilisé. Et donc, encore une fois, prendre ce pipeline et le faire tourner en mode stream est très utile. En interne à Google, on utilise ça pour le machine learning, pour faire la préparation de données. Je suis en arrière au lieu d'aller en avant. Donc, ce que je décris, l'alignement du modèle de programmation entre batch et stream, en fait, c'est quelque chose qui était unique à Dataflow, mais qui ne l'est plus parce qu'on l'a open sourcé. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Vous avez entendu parler Kubernetes, TensorFlow. De manière générale, Google, comme Sam l'a décrit, Google partage l'innovation. Et donc, pour Dataflow, on l'a partagé en amenant ça dans Apache. Ça a été, lors de cette transition, ça a été renommé Apache Beam. Et Beam, le B, c'est batch, et le EAM, c'est stream. Donc, encore une fois, l'unification de batch et stream, qui a un modèle la découverte fondamentale de ce modèle, c'est d'accepter le fait qu'il y ait deux notions de temps. Il y a le temps dans la réalité, le temps où les choses se passent, quand les événements vraiment arrivent, et il y a le temps où l'objet qui représente l'événement arrive dans votre pipeline. Et ces deux temps, ils sont différents. Dans un monde idéal, tout serait sur la diagonale, les événements arriveraient immédiatement et en ordre. En réalité, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la source principale de la difficulté historique de Stream. Et c'est le problème que Beam, en tant que modèle de programmation, a résolu en offrant un modèle qui accepte cette dichotomie et qui permet de modulariser le code pour expliquer comment l'utiliser. Donc, je ne vais pas décrire Beam en détail. Il y a plein de ressources sur Apache Beam, le site d'Apache qui décrit ça. Mais c'est vraiment fondamental. Parce que ça a été fait en open source, c'est quelque chose qui n'est plus maintenant unique à Google. Et c'était le but, on ne voulait pas le garder unique à Google. Non, ce qui est unique chez Google, c'est la capacité d'exécution serverless. Le modèle lui-même, on ne veut pas que ce soit unique. Et donc maintenant, des gens de Cloudera nous ont rejoints qui ont fait ce qu'on appelle un runner pour Spark, qui permet aux applications Beam de tourner dans un cluster Spark. Les gens de Data Artisan ont fait de même pour Flink. Donc il y a un runner pour Flink. Il y en a aussi un pour Apache Apex. Et Google Cloud Dataflow, dans ce contexte, n'est qu'une option parmi d'autres. C'est un autre environnement dans lequel le même pipeline Beam peut être déployé pour tourner. Ce qui est différent pour Dataflow, c'est que c'est un service cloud, serverless, vous n'avez pas de cluster, mais fonctionnellement, c'est vraiment une option comme une autre. Beam, très, très puissant, mais c'est un outil pour les développeurs. Il y a un SDK Java, il y a un Python. Nos amis de Spotify en ont créé un pour Scala, il y en a un pour Go qui arrive. Donc, vous avez votre choix de langage, mais ça reste pour les développeurs. Pour ceux ou dans les situations où vous ne voulez pas écrire de code, on a un produit qui s'appelle Cloud Data Prep, qui est un produit graphique utilisable par n'importe qui fait du drag and drop ou qui peut utiliser une spreadsheet, qui permet de composer de manière interactive, en interagissant avec votre donnée, de composer des pipelines de préparation de données pour aller chercher des attributs dans une URL ou dans un objet JSON, etc., pour harmoniser les adresses, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que DataPrep, en dessous, ce qu'il fait, c'est qu'il génère un pipeline Dataflow. Donc, au niveau opérationnel, c'est du Dataflow. Vous avez l'échelle infinie, l'autoscaling, le serverless, encore parce que c'est Dataflow qui est sous DataPrep. DataPrep est juste une UI au-dessus de ça. Très typiquement, il y a beaucoup de systèmes de stockage, mais typiquement pour Analytics, le système de stockage dans lequel les données arrivent, c'est BigQuery. Et donc il y a une session cet après-midi dans cette salle entièrement sur BigQuery, que je vous invite vraiment à laquelle je vous invite à participer. BigQuery, en résumé, c'est une data warehouse pour le cloud, mais qui est uniquement créée pour le cloud. Encore une fois,
Ce n'est pas un système traditionnel où vous avez ma data warehouse et ce cluster, il a 20 machines avec tant de disques et tant de CPU et je paye pour ça et ça limite ma capacité. BigQuery, c'est complètement différent. C'est un océan de tables infini, donc vous pouvez rajouter des tables, vous créez des tables, vous mettez des nouvelles données dans les tables, soit en streaming, soit avec des loads, et vous payez exactement pour ce que vous utilisez. Donc vous avez 500 gigabytes, 500 terabytes. On a des gens qui ont plus de 100 pétabytes dans BigQuery. Vous payez exactement au byte près pour ce que vous utilisez. Vous n'avez pas à provisionner à l'avance. Et pareil pour les queries. Vous envoyez des queries. Pendant les quelques secondes ou minutes pour les très grosses queries que la query prend, il y a peut-être des milliers de cores qui sont assignés à votre query. Dès que la query est finie, ces cores s'en vont. Vous ne payez que ce que vous utilisez, soit pour chaque query individuellement, soit un prix fixe par mois, mais encore une fois, sans avoir à manager d'infrastructure et en bénéficiant d'une performance et d'une échelle incomparables. Un autre produit serverless, c'est CloudML. Et là encore, il y aura dans cette salle des sessions sur Machine Learning. Donc, je ne vais pas aller dans les détails de ce que ça fait. Mais en résumé, c'est un service TensorFlow pour faire du training, donc de l'entraînement de modèles, pour faire de la prédiction sur les domaines, qui vous permet d'utiliser une interface open source, TensorFlow, qui est aussi open source comme Beam, et donc qui est portable en dehors de Google, avec la possibilité d'utiliser ça sur l'infrastructure optimisée de Google, qui a été créée spécialement pour ça, et de manière connectée avec tous les autres services. Donc, personne n'utilise TensorFlow de manière isolée. Pour l'utiliser, il faut ingérer des données, il faut préparer les données, il faut stocker les données. Donc, tous les services qui sont utiles pour le big data en général sont utiles pour machine learning. Et tout le travail que vous faites dans vos projets big data pour amener et préparer la donnée, ça vous prépare aussi pour faire de l'analyse avec machine learning sur la plateforme. Un autre principe qui augmente l'efficacité sur la plateforme, c'est la séparation entre le stockage de données et l'analyse. Donc, pour le stockage, bon, j'aurais pu en bas mettre 20 databases différentes. Spanner, par exemple, pourrait être là, Cloud SQL. Mais les trois systèmes qui sont typiquement les plus utilisés pour de l'analyse à grande échelle, c'est Google Cloud Storage pour stockage d'objets, BigQuery, que j'ai décrit précédemment, pour des tables, et Bigtable pour le NoSQL, donc les wide array de stockage. Et donc, dans ces cas-là, ce qui est très intéressant, c'est que tous les outils d'analyse de données ont accès à tous les outils de stockage. Donc, vous n'avez pas ces silos où, ah oui, cette donnée est dans le data warehouse, et cette donnée est dans le cluster Hadoop, et cette donnée est dans le filer ou dans un autre système, etc. Et de devoir, de manière permanente, bouger les données pour utiliser l'outil que vous voulez. Sur Google Cloud, les données sont dans le système de stockage le plus approprié. Après, si vous voulez faire du data flow, Cloud Data Flow est capable d'accéder à tous ces systèmes ou à Spanner ou à d'autres systèmes. Et donc, vous n'avez pas besoin de migrer la donnée. Vous y accédez là où vous voulez. Même BigQuery lui-même. Évidemment, BigQuery, si vous avez des queries de plusieurs pétabytes ou des queries d'entrée énormes, elles seront plus efficaces si les données sont dans BigQuery, le système de stockage, qui est optimisé pour cet accès. Mais vous pouvez faire tourner du SQL BigQuery n'importe où. Vous avez des fichiers dans Google Cloud Storage, vous avez des tables dans Bigtable, même des documents dans Google Drive. Vous avez un fichier CSV dans Google Drive, vous avez une spreadsheet dans Google Drive. Tout ça, c'est accessible par BigQuery. Tout ce que vous avez à faire, vous écrivez une SQL qui peut faire des joins entre toutes ces sources et de manière très facile donner accès à tout ça en SQL. Un autre exemple, à chaque fois je reviens en arrière, un autre exemple, c'est Dataproc, dont je n'ai pas encore parlé. Dataproc, c'est notre service pour Spark et Hadoop, pour vous permettre de prendre l'investissement que vous avez peut-être chez vous, avec des clusters Spark et Hadoop, avec des jobs, Spark, Scalding, Cascading, Pig, Hive, tout ce que vous avez pu utiliser, pour amener la manière la plus simple d'amener ces jobs sur Google Cloud, c'est de faire tourner Spark et Hadoop, donc le même, donc évidemment compatible avec tout ça. Spark et Hadoop par Dataproc, d'un côté c'est Spark et Hadoop, ce sont les mêmes bits d'Apache que tout le monde fait tourner, sauf qu'on fait démarrer un cluster en 90 secondes, sauf que
on paye à la seconde, et sauf qu'il n'y a pas besoin d'amener les données dans le cluster. Les programmes sont capables d'accéder directement aux données dans Cloud Storage, dans BigQuery, dans Bigtable, etc. Alors vraiment, ça change la manière dont Hadoop marche, parce que ça permet d'utiliser des clusters très très dynamiques, où on peut faire un cluster qui n'est utilisé que pour un job, que pour une journée ou une semaine, non, peut-être juste pour un groupe, juste pour une personne, et on n'a pas tous les problèmes de devoir partager un cluster qui vit pendant des mois et de maintenir le cluster et de le patcher, etc. On peut garder un cluster pendant des mois si on veut, mais en pratique, les gens très rapidement changent à un mode d'usage qui est beaucoup plus dynamique pour les clusters sur Google Cloud. Maintenant, parlons rapidement des systèmes de visualisation. Et il y a deux principaux qui sont intégrés à la plateforme, en plus bien sûr de tous les partenaires qui offrent ça pour la plateforme. Mais en tant que système à Google, un, c'est Data Lab, qui est pour les data scientists. Et dans ce domaine-là, les notebooks sont un modèle d'accès dominant. Jupyter spécifiquement est probablement le plus célèbre, le plus utilisé des notebooks de data science. Data Lab adopte Jupyter. C'est Jupyter tournant sur le cloud et configuré pour accès facile à BigQuery, à CloudML. Donc vraiment, pour rendre très facile pour les data scientists d'utiliser la plateforme et tous les produits à l'intérieur d'un outil avec lequel ils sont familiers. En ce qui concerne ce qui est plus une audience business ou franchement n'importe qui dans l'organisation, un nouveau produit s'appelle Data Studio, qui est un produit de reporting et de dashboarding qui est gratuit, ce qui n'est jamais un problème, et qui vraiment permet de démocratiser l'accès à la donnée. C'est quelque chose qui est très facile d'utilisation, il n'y a rien à installer, c'est entièrement sur le web, et ça permet à n'importe qui dans l'organisation de créer des visualisations et de les partager. Ça utilise le mode de partage de Google Drive, donc vous pouvez très facilement partager avec tout le monde dans votre organisation ou avec certaines personnes, avec des partenaires dans d'autres sociétés, etc. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on voit se répandre dans l'organisation et changer le mode de collaboration, focusé sur la donnée entre les personnes. Donc voilà, c'était un aperçu rapide. Encore une fois, il y aura des sessions sur BigQuery, sur Machine Learning qui iront dans plus de détails. Mais plutôt que de passer trop de temps à décrire ces choses en théorie, ce que je voudrais faire, c'est inviter Philippe Girolami et Didier Girard pour nous parler de manière très concrète de ce qu'ils ont fait avec ces outils pour Dailymotion. Bonjour à tous. Bonjour. Merci William. Allez. Merci. Bonjour à tous. Didier et moi allons vous rentrer dans les détails de tous les concepts qu'a balayé pendant ces dernières minutes William. Thomas vous a déjà montré ce slide il y a quelques minutes, donc on ne va pas le passer en revue. Je suis le data architecte chez Dailymotion, donc ces derniers mois, nous avons travaillé sur comment est-ce qu'on met en place des nouvelles choses suite au relancement de la plateforme, et en particulier tout ce qui a trait à la recommandation personnalisée. Pour ça, nous avons fait appel à Sphère, qui nous a aidés dans la mise en œuvre. Donc Sphère, nous sommes une boîte de développeurs, nous sommes 400, on utilise la Google Cloud Platform depuis 2008. Donc ça fait pas mal de temps. On est sur la GCP, on est premier partenaire. Nous sommes aussi Authorized Trainer. On a un stand, donc le mieux pour nous connaître, c'est de venir sur le stand. Vous avez 3 raisons de venir sur notre stand. C'est 1, vous voulez gagner un Google Home. On a une vingtaine qu'on distribue. 2, vous êtes développeur, vous cherchez un bon job. C'est une deuxième bonne raison. Et 3, vous êtes client, vous avez un bon projet à nous confier. Voilà. Rendez-vous sur le stand. Alors, qui connaît ces logos ? On est en session data, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. Donc ça c'est le présent de beaucoup de gens. Quand quelqu'un dit « je dois construire un data lake », son réflexe c'est de se dire je vais aller sur la fondation Apache, je vais télécharger un ensemble de produits et je vais commencer à construire mon data lake. C'est à peu près un projet de 6 mois, et au bout de 6 mois, cette équipe elle a construit son précieux. Et c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Ce qu'on dit maintenant, c'est que plutôt que de dire d'aller sur la fondation Apache et télécharger plein de bundles, l'idée c'est de se dire toute cette partie un petit peu compliquée, qui est de la configuration, de gérer des patchs, etc. Tout ça, l'idée c'est plutôt de le confier à un tiers et de se concentrer sur la valeur, comme l'a expliqué tout à l'heure William, c'est de passer sur une architecture qui est serverless. Donc ces architectures serverless, elles vont s'occuper de tout pour vous. Et l'idée,
c'est que vous allez vous concentrer sur ce qui crée de la valeur pour votre entreprise, c'est-à-dire l'analyse de la donnée. Donc une architecture classique, elle va prendre des produits qui vont collecter la donnée, donc PubSub en serverless, des outils qui vont servir à transformer cette donnée, donc Dataflow, on va travailler sur du stream d'informations, et des produits de stockage, donc Spanner, Storage, BigQuery et Bigtable. Ça, c'est les architectures classiques qu'on met en œuvre. Donc nous allons parler maintenant d'un cas précis, qui est Dailymotion. Voilà. Donc chez Dailymotion, nous avons voulu, en 2 étapes qu'on va vous montrer, être capable de mettre en place des recommandations personnalisées. Les besoins, c'était quoi? C'était d'abord de collecter la donnée. Pour pouvoir faire ça, quelles données? Typiquement, quelle vidéo vous regardez? Quels ont été vos mots-clés de recherche? Combien de temps vous avez passé à regarder une certaine vidéo? Donc on avait besoin de collecter les données. Mais comme on veut faire une recommandation qui soit précise, on a besoin que ces données arrivent rapidement à l'endroit où on en a besoin. On ne peut pas attendre 1 heure. On ne peut pas attendre que le fichier de log que vous avez gentiment collecté avec Nginx soit loadé dans votre data lake. Donc nous, on a un problème de vélocité qu'on avait besoin de résoudre. Pour pouvoir fournir des recommandations, j'ai regardé une vidéo de foot. Ma vidéo suivante, ça ne va probablement pas être la Reine des Neiges. Et il faut qu'on sache que vous avez regardé du foot juste avant. Le dernier point me rappelle celui que François de la Redoute a évoqué, qui est, une fois qu'on a constitué un jeu de données dans un data lake, il y a beaucoup d'équipes dans l'entreprise qui vont être intéressées. Et chez Dailymotion, on s'est rendu compte qu'avec GCP, on pouvait donner accès à toutes ces équipes, les former, leur montrer comment accéder au schéma des données, leur expliquer comment les requêter, et faire que ce n'était plus un silo d'informations qui n'était que disponible à la data et visible des autres à travers un prisme ou à travers un filtre. La dernière contrainte qu'on avait, c'est que Dailymotion, c'est une très grosse plateforme et que pour servir ses clients au niveau mondial, on est obligé de distribuer nos data centers. Et on en a 3 chez Google, plus 1 à Paris, et il y en a d'autres qui sont en cours d'ouverture. Donc, la solution pour mettre en place la recommandation était obligée de prendre cela en compte. Et ça complique sérieusement le problème. Alors, en 2016, notre architecture pour faire des choses similaires ou juste des analytics était full batch, avec du Hadoop, du Scala. On doit avoir de l'App Engine, on a plein de choses géniales. On a 2 problèmes avec ça. C'est que d'abord, on était sur une ingestion horaire. Et la deuxième, c'était que donc on n'était que sur des partitions horaires. Donc on avait en permanence au moins 1 heure de retard, sinon un petit peu plus dès qu'on se met à collecter des informations sur plusieurs heures. Donc ça, c'est vraiment l'idée du data lake. Dans le data lake, c'est quoi le principe? C'est vous avez des rivières qui véhiculent des pépites. Ces rivières, en fait, vous allez collecter tout ça, tout ce qui est véhiculé, vous le mettez dans un immense lac qui est de plus en plus vaste. Et puis après, vous lancez d'immenses jobs qui vont chercher à filtrer ces informations de manière à récupérer les pépites. C'est vraiment l'idée du data lake. Donc, pour faire évoluer cette architecture, on a travaillé sur un projet en 2 phases. La première phase, c'était de reconstruire ce data lake. Ce qu'on voulait, c'était plus la grosse différence qu'il allait y avoir, c'était plus un data lake dans lequel on avait 1 heure de latence pour avoir de la donnée fraîche, mais c'était d'avoir un data lake dans lequel on allait avoir de l'information raffinable quasiment en temps réel, en fait. C'était vraiment ça l'idée. Puis après, deuxième phase, c'était de travailler sur le stream d'informations de manière à créer de la valeur ajoutée en temps réel. Donc, pour construire une infrastructure qui permet de créer des data lakes temps réel, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un cloud ETL. Donc ces produits ils ont déjà été présentés largement durant cette matinée. Vous allez les revoir. Donc première chose, vous mettez en place PubSub. Donc PubSub, c'est ce qu'a dit William, c'est ultra simple. Mon papa, il sait mettre en place un topic PubSub. Donc il pourra aller dans la console et dire « je crée un topic PubSub ». Et derrière, il est capable de collecter 1 million de messages par seconde. C'est vraiment ultra simple à mettre en œuvre. Et puis une fois qu'il a fait ça, il s'en va et c'est fini. L'infrastructure de Google va se charger de garder tout message qui a été transmis à l'infrastructure.
Deuxièmement, quand vous collectez l'information, il y a toujours des petits trucs à faire. Même si vous dites je veux stocker l'information de manière brute, vous avez toujours un tout petit traitement à faire dessus. Donc c'est toujours bien de se dire je vais mettre un petit process data flow qui peut éventuellement commencer à détecter des données aberrantes, des choses comme ça, rajouter un petit peu de valeur, mais vraiment très légère. Et puis derrière, vous stockez dans un BigQuery. BigQuery, c'est un data lake temps réel, un data warehouse temps réel. On est capable de streamer des centaines de milliers d'événements par seconde dans une table BigQuery. C'est vraiment ça l'idée. Et une fois que les informations ont été déposées dans BigQuery, elles sont immédiatement accessibles en requêtage. C'est pour ça qu'on dit qu'on est sur du data lake temps réel. Alors voilà concrètement à quoi ça ressemble. On traite 3,5 milliards d'événements par jour à travers cette pipeline qui est complètement hébergée sur GCP. Un point intéressant qu'a souligné Didier, c'est que dans le traitement data flow, on peut faire des petites choses. Par exemple, on fait des enrichissements. Chaque événement qui arrive est enrichi, quand il concerne une vidéo, il est enrichi avec le titre de la vidéo et un certain nombre d'autres champs. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de faire un join derrière pour l'immense majorité de nos traitements. Les données sont disponibles immédiatement. C'est-à-dire qu'entre le moment où un téléphone ou un browser émet l'événement et il est reçu sur PubSub, et le moment entre PubSub et le moment où on peut le requêter, il se passe quelques secondes au plus. Pour ma part, je n'ai jamais réussi à générer des événements pendant que je faisais des tests et à ne pas les voir dans BigQuery lorsque j'étais en train de vérifier les résultats. Donc ça, c'était la première partie du projet. Ça a été, on va le voir, ça a été construit assez rapidement. On avait maintenant notre data lake temps réel. L'idée de la suite, c'est de se dire, si on veut créer de la valeur en temps réel pour créer du business en temps réel, ce qu'il faut, c'est plutôt que d'attendre que l'information soit dans le lac pour l'analyser, pourquoi est-ce qu'on n'analyserait pas la donnée directement sur le stream d'informations qui est en train d'arriver? Donc voilà, c'est vraiment l'idée de cette deuxième partie du projet. Donc, en gros, c'est la même architecture. C'est que simplement, vous allez toujours collecter votre information avec PubSub, et puis la brique transform, qui va justement créer de la valeur, elle va simplement être un petit peu plus sophistiquée. Donc, c'est simplement à ce niveau-là qu'on va commencer à analyser les données et à créer de la valeur pour le business, en fait. Alors, le cas d'usage chez nous, c'est le moteur de recommandation. Qu'est-ce qu'on devrait vous présenter quand vous venez sur le site? Alors, on s'est rendu compte, je vais vous parler de deux choses qu'on fait, parmi toutes celles-ci. On s'est rendu compte qu'il y avait deux marqueurs intéressants à exploiter pour la recommandation. Le premier, c'est quelles sont vos dernières requêtes sur le moteur de recherche, mais aussi, dans quelle vidéo êtes-vous engagé? Parce qu'il y a plein de gens qui commencent à regarder une vidéo puis qui s'arrêtent tout de suite. Par contre, celles que vous avez regardées jusqu'au bout, ou celles que vous avez regardées 80% ou 50%, ça, ce sont des marqueurs intéressants. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand une vidéo est visualisée sur un browser, on a des tops horaires qui nous disent l'utilisateur est toujours en train de la regarder, l'utilisateur est toujours en train de la regarder. Donc, on a un flux de données qui arrive via cette pipeline, qui ressemble à des flux de données IoT, qui nous permettent, si on les consolide, de savoir combien de temps la vidéo a été vue. Et on se sert de Dataflow pour faire ça, et derrière construire un modèle de recommandation, et derrière servir la recommandation pour un utilisateur donné. Alors, à quoi ça ressemble en architecture? Puisqu'on l'a fait entièrement dans GCP, on retrouve ce qu'on a décrit dans la première étape. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Ici, on construit le modèle. Et on réutilise certains des outils dont a parlé William. On utilise BigQuery, qui a des données très fraîches, pour extraire certaines données pertinentes, qu'on met sur Cloud Storage. CloudML exploite ces données de Cloud Storage. Et en sortie de ça, on a un modèle de machine learning qui lui aussi est stocké sur Cloud Storage. On va voir qu'un peu plus tard, on exploite ce modèle. La deuxième partie de l'architecture, c'est de dire, j'aimerais bien pouvoir en temps réel mettre à jour une base de données de mes visiteurs de façon à avoir mon vecteur d'entrée pour mon modèle de machine learning en temps réel. Je veux vraiment savoir, dès qu'il a fait une recherche, paf, mon modèle de données est mis à jour. Dès qu'il a regardé une vidéo à 80%, je veux avoir vu ça, parce que je sais qu'il est très intéressé par le foot, par exemple. Comment on fait ça? On a sur tous les événements
reçu, on en détourne une partie, qu'on refait passer dans un deuxième pipeline Dataflow. Et ce deuxième pipeline Dataflow fait des fonctions assez complexes qui s'appellent des windows. Alors, en l'occurrence, on utilise des window sessions qui gèrent notamment la notion de skew entre le temps d'arrivée et le temps de génération des événements dont parlait William tout à l'heure. La deuxième chose qui est faite, une fois qu'on a construit les mises à jour qu'il faut appliquer sur le moteur qu'on doit appliquer sur la base de données des utilisateurs, il faut qu'on arrive à distribuer ces mises à jour dans tous nos data centers. On en a 3 répartis dans le monde pour GCP. On ne peut pas juste se mettre à faire des mises à jour sur la base de données distante puisqu'on a trop de latence pour faire ça. Pour pouvoir distribuer les mises à jour, on utilise PubSub, qui est une solution globale à très faible latence et qui permet de batcher les distributions de données. Et enfin, dans chaque data center, on a un dernier pipeline Dataflow qui reçoit, à travers sa propre subscription, donc là on a 3 subscriptions pour chacun de nos data centers, reçoit chaque événement qui décrit la mise à jour à appliquer dans le visitor database, qui est lui aussi répliqué dans chaque data center. Ça, c'est pour la partie streaming. On a aussi... Alors, voilà. Donc, ensuite, on met les deux en commun. On a une API qu'on utilise en interne dans notre site, qui reçoit régulièrement des mises à jour de modèles, et qui, pour chaque requête sur l'API, fait une requête pour obtenir le vecteur d'entrée pour cet utilisateur et fait passer ça par le modèle de machine learning. On a des modèles qui sont mis à jour toutes les 5 minutes avec un système comme ça. Ça ne nous pose aucun problème. Alors, pour le bon fonctionnement de tout ceci, pour ne pas avoir des problèmes opérationnels à devoir gérer en permanence, on fait un batch de rattrapage tous les soirs. On extrait les données à nouveau de BigQuery. On en détermine de la même façon qu'on faisait dans le premier job Dataflow en haut à droite, quels sont les features qui décrivent ce user, et on réapplique ça sur la base de données de manière idempotente, de façon à ne jamais avoir d'écart entre tous les data centers. Ça, c'est un template de comment mettre en place une solution de recommandation sur GCP, y compris géodistribué. Voici tout ce qu'on a utilisé. Je crois qu'on va retrouver à peu près tout ce que William a décrit. On a utilisé PubSub pour connecter les systèmes entre eux et pour distribuer la donnée géographiquement. On a utilisé Dataflow comme moteur de streaming pour faire des opérations complexes d'agrégation des données. J'en ai pas parlé sur les slides précédents, mais on l'utilise aussi comme moteur de batch au moment où on réapplique le batch nocturne sur la base de données utilisateur. On se sert de Google Cloud Storage comme stockage de fichiers global et accessible à tous les systèmes de l'architecture. BigQuery comme data lake et comme source pour la reprise d'erreurs. Tout ceci tourne pour quelques instances. Enfin, la plupart de ce que je vous ai décrit tourne dans des services managés, mais on a quelques instances, par exemple l'API qui répond aux requêtes de recommandation, elle est hébergée dans Kubernetes. CloudML est utilisé pour faire le modèle de machine learning et on monitore tout ça avec Stackdriver. Donc là, on va voir un petit peu c'est quoi le bilan et puis quelques petites pratiques qui peuvent vous aider à mettre en œuvre une solution comme ça et quelques abacs. Donc la première chose, je vous ai dit la mise en place de ce fameux data lake temps réel, c'était 2 semaines. Donc, au bout de 2 semaines, on avait basculé les flux de production de l'ancien système vers le nouveau système. Donc, il ne faut pas se dire que mettre en place une infrastructure comme ça, c'est long, c'est extrêmement rapide à mettre en œuvre. Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Ce n'est pas des projets qui sont longs. Et donc, si vous voulez faire des MVP, des choses comme ça se fait vraiment très, très rapidement, en fait. Donc, au bout de 2 semaines, on avait la data qui était requêtable en temps réel. Et c'est à partir de ce moment-là que, du coup, il y a eu tout ce travail pour construire le moteur de recommandation qui est la vraie valeur du système au final et qui, bien sûr, prend un peu plus de temps. Deuxièmement, comment on travaille ? En gros, on a 2 chaînes. On a une chaîne sur laquelle on va tester. Donc, on a 2 projets GCP. Un projet GCP qui est plutôt à destination des devs, dans lequel qui est une réplique exacte de ce qu'il va y avoir en prod, mais qui sont sur des données
qui ne sont pas des données réelles, d'accord? Mais ça permet à tous les développeurs de tester, de déployer ce sur quoi ils travaillent. Et puis après, on a la chaîne live, en fait. Donc, il faut avoir ces deux environnements au minimum. C'est assez simple à mettre en œuvre. Alors, on nous promet monts et merveilles sur la scalabilité. Eh bien, c'est bien merveille. Je vous ai mis quelques exemples de comment les choses s'auto-ajustent. Par exemple, à gauche, vous avez le diagramme qui indique le nombre d'instances qui ont été démarrées ou arrêtées par GCP sur un de nos pipelines Dataflow. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit la saisonnalité des events qui arrivent sur notre plateforme, puisqu'on n'est pas tout le temps en pic, heureusement. L'exemple en haut à droite vous indique un cas où on avait interrompu notre pipeline de traitement. Donc, dans PubSub, les messages se sont accumulés. Vous voyez qu'on est monté sans aucun problème jusqu'à 4 millions, mais enfin, j'en ai déjà vu des dizaines de millions. Et on a ensuite rallumé la pipeline. Donc, on voit que là, quand la pipeline s'est rallumée, les messages commencent à être dépilés. Donc, non seulement on arrive à encaisser la charge et à rester au moins constant, mais on commence même à les dépiler. Et à un moment, ça s'arrête abruptement. Pourquoi? Parce que GCP a démarré automatiquement plus d'instances dans le pipeline. C'est transparent. Nous, on s'en rend compte que quand on regarde le graphe. On n'a pas besoin de faire une quelconque action dessus. Une fois qu'on arrive tout en bas, GCP va enlever certaines des instances parce qu'il se rend compte qu'il est en surcapacité. En bas à droite, vous avez un schéma qui montre notre consommation sur BigQuery en termes de slots bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a de multiples projets qui tapent sur le même data lake. Chaque couleur, c'est un projet différent, donc des utilisateurs différents. Et on voit que ça monte, ça descend, ça s'adapte à la charge. Et encore une fois, on n'a pas d'ingénieurs qui ont besoin de superviser ce système. On n'a pas d'ingénieurs qui ont besoin de faire un capacity planning très poussé pour savoir quand acheter à l'avance des machines et comment capexiser tout ça. OK, merci. Après, donc, un peu en termes de retour, il y a un sujet qui reste quand même encore assez difficile. Donc, c'est quasi impossible à mettre en œuvre quand on le fait à la main. Ça reste difficile à mettre quand on est sur du serverless, c'est le côté testabilité. Quand on parle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'A/B testing. Donc l'A/B testing, c'est au moment où, là on est sur un moteur de recommandation. Donc ce moteur de recommandation, quand on le change, on a envie de pouvoir le tester sur une sous-partie de la population de manière à valider qu'on n'a pas à casser la recommandation. Donc ça reste des choses où le fait d'être sur une architecture serverless, ça simplifie grandement le déploiement de ces systèmes d'A/B testing, mais ce n'est pas encore managé comme on pourrait le souhaiter. Donc si j'avais une demande à faire à William, c'est qu'un jour, on puisse faire de l'A/B testing sur ce genre d'infrastructure, ce serait vraiment top. Conclusion. En conclusion. Quels ont été les points positifs de notre expérience avec GCP? D'abord, on a répondu à tous nos besoins. On a cette fraîcheur des données. On n'a eu aucun problème à le mettre en œuvre en termes de rapidité. Alors, là, on manipule des concepts qui deviennent un peu compliqués, en particulier sur Dataflow et les notions de temporel. Mais on n'a pas eu à se concentrer sur quel moteur de streaming choisir, quelle plateforme data lake, etc. Et puis, ça scale. Enfin, nous, on n'a aucun problème. On met 3,5 milliards de messages par jour dans ces bases de données. On fait des requêtes sans aucun problème grâce aux techniques de partitionnement. Alors, il faut être intelligent, on essaie d'éviter les joins quand on en a besoin, mais on en fait aussi tous les jours, des left, on fait même des full outer join. Et ça marche du tonnerre. Donc, à retenir, nous, on a amélioré la vélocité de nos data. Entre le moment où la data est générée sur un téléphone ou sur un browser et le moment où on peut l'exploiter, ou même le moment où elle a été mise dans un modèle, elle est prête à être restituée pour une recommandation, on parle de minutes. De minutes. Et encore, c'est parce que là, on a des modèles qu'on peut mettre à jour que toutes les quelques minutes. Deuxième point à retenir, c'est l'intérêt de partir sur ces architectures serverless. Ça va vous simplifier le travail, ça va vous amener de la vélocité. Et peut-être un des points qui est aussi extrêmement important, donc moi je suis VP Engineering chez Sphere, comme je vous l'ai dit, on traite actuellement, les applications qu'on déploie traitent à peu près 1 million d'événements par seconde. Ça me permet de dormir tranquille et c'est sans doute une des choses les plus importantes. Voilà, merci.